tu as deux choix. Soit tu acceptes de gagner moins, mais d'en faire moins. Mhm. Soit tu acceptes de gagner plus, mais d'en faire plus également. Je pense que par contre, en faire moins pour en gagner plus, c'est ce qu'on veut nous vendre. Et malheureusement, c'est souvent un piège à con quand même, on va pas se mentir. La promesse peut être vraie parce qu'en 60 jours, tu peux lancer ton business. Mais ça veut pas dire en 60 jours, tu as un business qui marche. Tu Ouais. l'as lancé, Tu l'as lancé. c'est tout. Donc est-ce que faire ta journée de 8 heures et derrière devoir travailler 4 heures en plus chez toi tous les jours, voir moins ta femme, tes enfants, moins profiter, peut-être être plus malheureux parce que tu dors moins pour gagner seulement 1000 euros en plus par mois, est-ce que c'est intéressant? Allez, bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode. Aujourd'hui, on aimerait parler de comment trouver un bien rentable et finalement, c'est quoi un bien rentable lorsque on l'optimise pour le cash flow. Est-ce que tu peux définir cash flow? Parce que c'est bête, hein, même à l'époque où on parlait de cash flow dans tous les sens, j'avais pas la définition du cash flow. Finalement, ce qu'on entend par le cash flow, ça va être les revenus, l'excédent que tu vas pouvoir tirer de ta location. Donc les excédents une fois que tu as remboursé ton crédit par exemple. Exactement. Ok. Et payer théoriquement toutes tes charges. D'accord. Donc, c'est-à-dire tes assurances, assurance incendie, assurance solde restant dû, avoir payé ton revenu cadastral, ton précompte, revenu cadastral, etc. Donc, tes éventuels impôts. Une fois que tu as payé tout ça, ton cash flow, finalement, ça va être la différence qu'il y a entre ton entrée et toutes tes charges que tu retrouves ici. Une sorte de bénéfice du coup. Exactement. Ok. Exactement. D'accord. On essaie de faire ça en 8 points. Parce que finalement, moi j'entends beaucoup, et certainement toi aussi, tu me faisais part de ça, qu'il est possible donc, avec un bien, de gagner 2000 euros par mois. Mhm. C'est ça? Bah, c'est ce qui est beaucoup vendu sur internet. Moi, tu sais, les fameuses annonces. Tu veux savoir comment j'ai réussi à faire 2000 euros par mois grâce à mon appartement et sans zéro apport? Alors, suis cette formation. Ben, Hmm, Moi je serais intéressé, justement, peut-être qu'on ait l'opportunité d'avoir quelqu'un ouais. qui puisse présenter les choses de cette façon-là avec nous. Parce que de mon expérience, si tu analyses les choses et que tu considères la valeur de ton temps, et que donc tu fais vraiment de l'investissement immobilier, ça veut dire que l'idée, c'est que ce soit quelque chose qui soit passif. D'accord. Mhm. C'est de l'investissement. Et donc, sur de l'investissement, tu vas pouvoir aller chercher un rendement qui va être de 5, 6, 7, 8, 9, 10, peut-être même 12%. Mais l'idée, c'est que c'est un investissement. À partir du moment où tu vas avoir une rentabilité qui va être supérieure, à ce moment-là, finalement, c'est de l'entrepreneuriat. C'est Mhm. Ça devient c'est ton du travail. Mhm. C'est du travail dans l'immobilier. Et donc, après, tu peux mettre en place des procédures, des process, etc., pour pouvoir automatiser les choses et faire en sorte que ça puisse tourner de façon la plus automatique possible. Mais par contre, c'est pas de l'investissement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte, c'est est-ce qu'on veut faire de l'investissement ou alors est-ce qu'on veut faire de l'entrepreneuriat? Et d'ailleurs, à partir du moment où tu veux faire de l'entrepreneuriat, c'est quand même important de le préciser, il va te falloir, si tu veux respecter les règles, avoir une structure juridique, donc d'être une société. Et donc, si tu es une société, ça veut dire que tu vas devoir tirer des revenus vers toi, d'accord? Donc, tu vas payer de l'impôt des sociétés, et puis tu vas payer, par exemple, un impôt sur la distribution des dividendes. C'est pas de l'argent qui rentre, théoriquement, directement dans ta poche, étant donné que ce que tu fais, à ce moment-là, c'est une activité commerciale, d'accord? Donc, on pourra avoir, on aura d'ailleurs à l'occasion un avocat... soit un avocat fiscaliste ou un expert comptable qui viendra avec nous pour justement en discuter. Mais donc, à partir du moment où tu veux faire de l'investissement, on va dire ici dans le cadre de l'investissement de bon père de famille, donc tu achètes un bien toi-même et tu le mets en location, moi je le dis, à 0h0, tu vas avoir 2000 euros net de cash flow par mois, Sans apport en plus. sans apport et en 3 mois, Ouais, c'est magique quand même. tu vois, et en n'ayant jamais fait En d'immobilier. fait, on est juste tous cons. Il y a moyen d'être riche très vite. On est juste très cons. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qui est réaliste. Et à partir du moment où tu mets en place justement des choses comme des logements plus atypiques, dans lesquels tu vas faire de la location courte durée parce que tu mets en avant un logement d'un certain style, etc. À ce moment-là, tu vas justement rentrer dans de l'entrepreneuriat. Admettons, tu as un logement Harry Potter que tu mets dans une ville et que tu fais louer peut-être même 100, 150 euros la nuit. C'est de l'entrepreneuriat. Mhm. Tu vois, c'est une activité commerciale. C'est pas un investissement passif où tu dis, OK, je mets
de l'argent dans mon opération, parce que c'est le principe d'un investissement. Je mets un minimum d'argent, même s'il est possible d'être financé à 100, 125%, mais je mets un minimum d'argent. Et derrière, eh bien, je vais avoir un cash flow qui sera positif, qui va faire que finalement, mon bien va s'autofinancer. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. On est dans le cadre de je crée finalement une entreprise. Et au final, est-ce que... En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on parle beaucoup d'investissement. Toi, tu fais la différence entre investissement et entrepreneuriat. Je pense que ce serait intéressant que les gens fassent aussi cette distinction quand ils présentent leurs produits. Parce que si ça se trouve, voilà, il y a des gens qui présentent des formations où ils te promettent vraiment, réellement des choses, mais derrière, il y a un travail à faire qui est plus important que celui de l'investisseur. Et le problème, c'est quelqu'un comme moi qui parle d'investissement, qui a envie de m'investir. Peut-être je vais prendre sa formation et je me rends compte qu'en fait, ce que j'ai acheté, c'est absolument pas possible de mettre en place parce qu'à côté, moi, j'ai mon travail et j'ai pas le temps à louer pour faire de l'entrepreneuriat vraiment à 100%. Exactement. Alors à ce moment-là, vraiment, on parle d'entrepreneuriat en tant que tel. Et vraiment, c'est important de le définir, c'est pas ça de l'investissement. Parce qu'il n'y a aucun investissement qui va te rapporter du cash flow de 15, 20, 30% par mois. Ça n'existe pas. Et on est d'accord pour monsieur, madame, tout le monde qui ont envie parce que voilà, on parle d'immobilier pour assurer son futur, principalement, vu qu'on parle d'investissement. Est-ce que selon toi, malgré tout, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il se dit voilà, moi j'ai un levier peut-être plus important dans l'entrepreneuriat, plus de risques, plus de travail. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose de faisable pour monsieur, madame, tout le monde, ou vraiment quelqu'un qui a déjà un travail à côté, l'entrepreneuriat, il faut qu'il l'oublie complètement? Je sais pas, moi en tout cas, je fais les deux. Je fais à la fois de l'investissement en immobilier et je fais de l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Mais seulement maintenant l'entrepreneuriat. Voilà. À la base, tu as fait de l'investissement. Voilà, exactement. Okay. Mais l'entrepreneuriat que je fais dans l'immobilier, moi, c'est pas de la location spécifique, etc. C'est vraiment de l'achat-revente. Okay. J'achète, je revends. Okay. Et l'idée, c'est... là, c'est une activité entrepreneuriale. C'est un travail, d'une certaine façon. Par contre, l'investissement, c'est je mets de l'argent sur la table. L'objectif, c'est le moins possible, mais je mets quand même de l'argent sur la table. Et derrière, eh bien, j'essaye d'avoir des biens qui vont me rapporter finalement un cash flow qui sera positif. Mais maintenant, pour monsieur, madame, tout le monde qui souhaite effectivement faire de l'entrepreneuriat dans l'immobilier, est-ce qu'ils ont les compétences et le temps nécessaire? Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est chronophage. Tu vois. Alors, tu peux réussir à développer plusieurs entreprises quand tu arrives à te structurer, etc. Mais c'est très compliqué. Et en tout cas, moi, je n'ai pas vécu cette expérience-là. Mais d'avoir un travail et à côté de véritablement développer une entreprise dans le domaine, justement, de l'immobilier qui implique énormément de régulation, qui implique des sommes qui sont parfois quand même relativement importantes, qui implique des problématiques avec des enjeux financiers qui peuvent avoir une certaine conséquence. Moi, je ne trouve pas spécialement que c'est une configuration qui est facile, tu vois. Et au niveau de l'entrepreneuriat, parce que tu as défini l'entrepreneuriat comme le fait de, finalement, comme un travail. C'est une activité. Entreprendre, c'est travailler. Mais est-ce que tu sais aussi distinguer un petit peu, mettre un peu plus en avant les grosses différences entre le fait d'investir et le fait d'entreprendre? Parce que par exemple, dans l'entrepreneuriat, peut-être que c'est toi qui vas faire les travaux avec une société qui t'appartient, ou tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, après, le choix de tes prestataires, finalement, c'est pas vraiment la chose qui est la plus importante, parce que tu peux très bien être entrepreneur, tu vois, dans la salle dans laquelle on travaille. Je fais de l'entrepreneuriat, mais c'est pas moi en interne qui paye des gens, par exemple, pour faire le nettoyage. Je prends des gens externes qui viennent faire le nettoyage. Et donc, bien entendu, tu peux effectivement être dans l'entrepreneuriat, avoir, par exemple, des sociétés qui travaillent directement pour toi et qui t'appartiennent, tout comme tu peux faire venir des sociétés externes, tu vois. Mais c'est vraiment ce que j'appelle vraiment l'entrepreneuriat, c'est le fait de chercher à faire une activité commerciale qui va te demander du temps et donc qui va être active. Après, tu peux réussir à la standardiser, à l'automatiser pour qu'elle te demande moins de temps, mais malgré tout, il y a un travail actif des humains qui sont mis en place, etc., ou des process pour faire en sorte que le tout fonctionne, alors que finalement, de l'investissement en tant que tel, c'est très, très, très passif, tu vois. Et au-delà du fait de devoir y allouer beaucoup plus d'heures, parce que, mine de rien, entrepreneuriat, c'est allouer plus d'heures à ce travail-là pour potentiellement... C'est normal que tu gagnes plus. Peut-être gagner plus d'argent. Certainement, et c'est normal. Mais est-ce que derrière, toi, ça te demande d'apporter plus d'argent sur la table? Parce que ce que je me dis, ok, ça va me demander plus de temps, mais indirectement, si je dois apporter la même somme qu'en investissant et que potentiellement je travaille plus, mais que ça me permet de gagner plus d'argent, ça vaut peut-être la chandelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ou est-ce que vraiment l'écart d'apport, il est vraiment très différent entre l'investir et l'entrepreneuriat? Ouais, maintenant, avant même de répondre à ta question, pour moi, c'est vraiment le premier point. Okay. C'est
pour pouvoir justement trouver un bien rentable d'un point de vue Qui cash dégage du flow, cash flow. c'est de considérer quelle est la valeur de mon temps. Est-ce Ok. que aujourd'hui, prenons le cas d'un bien qui va te demander, qui va te générer, on va dire, un cash flow positif de 1 000 € par mois. D'accord. Imaginons même 1 000 net. Tu as payé toutes tes charges, etc. Tu as 1 000 € net de cash flow. Est-ce que, en y passant, par exemple, 15 heures par semaine, est-ce que c'est rentable pour toi par rapport à ton temps et par rapport à la valeur de ton temps? Tu comprends ce que je veux dire? Et voilà, c'est une très très bonne question à se poser. Moi, maintenant, tu me dis, tu as un bien en investissement classique qui va te rapporter 200 € de cash flow par mois, mais tu n'as rien à faire, moi, je le fais. Et c'est ce que je fais, tu comprends ce que je veux dire? Gagner 1000, mais en travaillant 15 heures de plus, quoi. Voilà. Moi, je préfère me dire, OK, je gagne 200 par bien, et derrière, je cherche à en avoir 20, par exemple, plutôt que de me dire, j'ai un bien ou 2 biens qui vont peut-être me rapporter la même somme, mais derrière, sur lesquels je vais devoir travailler. Et surtout, un point qui est jamais souligné, et pourtant qui est tellement important, c'est le jour où les 20 biens sont payés, tu as 20 biens qui sont payés. Ouais, t'as un sacré patrimoine. Si tu dégages du cash flow parce que tu t'orientes uniquement cash flow et que tu as 2 biens et que les 2 biens, admettons, ils te rapportent la même chose, d'accord? Mais tu travailles, et à la fin, quand c'est payé, tu n'as que 2 biens qui sont payés. Tu vois, parce que je connais très très peu de gens qui te présentent des histoires de je gagne 1 000 € par mois, admettons, par bien, et qui en ont 20, 30, 40. Tu vois? Souvent, les formations de base dans l'immobilier, elles vont s'adresser à des salariés qui gagnent peut-être 2 000, 2 500, qu'on arrive à séduire en leur disant tu vas gagner 1 000 € supplémentaires par mois, qui représentent quasiment parfois 50% d'augmentation, sans quasiment rien faire, avec un bien que tu vas mettre en automatique. Pour moi, ça peut être une bonne chose, mais ça va vraiment dépendre de quelle est la valeur de ton temps. Et peut-être que ton temps, il vaut plus en t'investissant davantage dans ton travail, en gagnant plus justement par rapport à ça, et derrière de te dire, ok, je fais plusieurs opérations. Mais tu sais, pour avoir regardé beaucoup de vidéos et parlé avec beaucoup de gens de tout ce qui est immobilier, t'es le premier qui parle vraiment de cette notion de ton temps a un prix. Donc est-ce que faire ta journée de 8 heures et derrière devoir travailler 4 heures en plus chez toi tous les jours, voir moins ta femme, tes enfants, moins profiter, peut-être être plus malheureux parce que tu dors moins pour gagner seulement 1 000 € en plus par mois, est-ce que c'est intéressant? Là où effectivement tu pourrais multiplier les biens, 200, puis 200, puis 200, puis 200 € par mois, arriver à 1 000 € quand même par mois plus avec tard. 5 biens, en travaillant 2 fois moins, quoi. Mais le truc, en travaillant quasiment pas, voire pas. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où tu vas avoir un investissement cash flow, admettons, qui va te rapporter 1 000 € par mois, il n'est pas possible que tu puisses tout déléguer. Parce que sinon, en fait, tu perds ta marge. Tu vois? Parce que tu peux le faire, admettons, tu en as 20, 30, tu peux payer peut-être des gens qui vont te le déléguer. Mais c'est vraiment, théoriquement, à ce moment-là, une activité commerciale. C'est censé se faire en société, parce que sinon, à un moment donné, ça va représenter peut-être des problématiques au niveau fiscal. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que là, oui, tu peux le déléguer. Mais sinon, on va dire, tu prends un bien que tu vas mettre sur une plateforme de location courte durée. Il y a des choses qui sont liées justement à l'utilisation de ces plateformes, notamment au niveau comptabilité. On est en Belgique, en France, on sait que c'est un système qui est lourd au niveau de la comptabilité. C'est toi qui vas devoir récolter ces choses-là. Alors, on ne dit pas que c'est toi qui vas faire le ménage dans ton bien, qui va ouvrir la porte, etc. Tout ça, c'est facile de le déléguer, c'est facile de l'automatiser. C'est un coût, mais c'est OK, tu vois. Mais par contre, il y a quand même un certain nombre de choses administratives que tu vas devoir gérer toi-même et tu peux pas faire fi de cette chose-là, tu vois. Et tu peux pas non plus la déléguer parce que ton truc n'est pas suffisamment gros pour que derrière, il te reste une marge qui est suffisante. Parce que si derrière, c'est pour gagner 400 € quand tu arrives net parce que tu as tout payé, plutôt que de gagner 200 € sur un investissement classique, moi, je préfère gagner 200 €, tu vois, et être tranquille. Et derrière... auprès des banques, être capable également de pouvoir faire davantage d'investissements parce que tu as quelque chose qui est certain. Tu vois, parce que de la location longue durée, c'est plus certain auprès des banques que d'avoir de la location courte durée qui présente finalement une certaine forme d'incertitude parce que c'est comme un business, il y a une certaine instabilité. Même si derrière, tu peux avoir des chiffres qui montrent « Ok, ça fonctionne bien, etc. » Mais si un jour ça se loupe plus, ça se loupe plus. Voilà. Alors que de la location classique, les gens auront toujours besoin de location classique dans le sens où, notamment, au niveau des locations courte durée, tu peux avoir des changements qui ont lieu au niveau législatif. Ça a été le cas récemment, je crois, sur les Airbnb, non?
Je sais que dans certaines grandes villes, Ok. justement, ça devient plus compliqué parce que justement, tu as le lobby des hôtels qui vient s'opposer à ça. Donc, t'es pas dans un investissement, à mon sens, qui est périn. Mhm. Même si, encore une fois, j'ai rien contre ça et que, à titre personnel, je pense que peut-être je ferai quelques biens à un moment donné en location saisonnière pour dire je le fais. Mais Mais au bout dire, d'un certain temps, comme tu l'as dit, quand tu as derrière assuré un Bah, certain mais patrimoine, c'est même pas pour ça, c'est juste pour l'expérience, tu vois, parce Ouais. que j'aime bien faire de nouvelles expériences. Mais par contre, me dire en ayant 1 ou 2 biens en location saisonnière, je vais remplacer un salaire classique, que les gens viennent, tu vois, Parce et qu'on puisse discuter parce qu'il y a quelque chose alors qui m'échappe, tu Mhm, vois. mhm. Et c'est possible, hein. Mais au final, en fait, t'as deux choix. Soit tu acceptes de gagner moins, mais d'en faire moins. Mhm. Soit tu acceptes de gagner plus, mais d'en faire plus également. Je pense que par contre, en faire moins pour en gagner plus, c'est ce qu'on veut nous vendre. Et malheureusement, c'est souvent un piège à con quand même, on va pas se mentir. Effectivement, comme disait un gars, il n'y a pas de mauvais vendeurs, hein. Il n'y a Mhm. que des acheteurs à la con. Ouais, si les gens achètent, tant mieux pour lui. Il a réussi. Ok. Donc premier point. Ouais. Ensuite, on parle toujours du cash flow, cash flow, cash flow. Et ça, pareil, c'est un truc qui, à mon sens, est là pour attirer les gens. On en parle ici, tu vois, mais pour attirer les gens en disant... Parce que globalement, la promesse qu'on retrouve souvent dans les formations, les vidéos qui sont orientées là-dessus, c'est... investissez 1, 2, 3 biens dans l'immobilier, dites adieu à votre patron et vous allez Mhm, gagner la même mhm. chose et vous allez pouvoir voyager toute l'année. Mhm. Alors peut-être que les gens qui voyagent toute l'année comme ça, grâce à ça, et qui ont quitté leur boulot, on les voit pas. C'est possible du coup, hein. Mais voilà, pour moi, la promesse, il y a un problème quelque part. Ouais, parce qu'encore une fois, on vient de dire qu'il fallait travailler plus. Comment tu veux travailler plus et voyager toute l'année d'un côté? C'est compliqué. Voilà. Mais donc l'idée, c'est quoi? C'est que on parle souvent du cash flow, mais je pense qu'il faut aussi penser à l'appréciation. L'appréciation de ton bien à travers le temps. La Et valeur donc, qu'il prend. Ok. Donc voilà, et donc pour moi le deuxième point, c'est justement analyser quelle est la possibilité de cash flow, mais la mettre en rapport avec l'appréciation de ton bien à travers le temps. Et qu'est-ce que tu décides d'optimiser? Est-ce que tu décides d'avoir une localisation qui est peut-être plus stratégique et qui vaut plus et qui va prendre plus de valeur avec le temps, avec un peu moins de cash flow, ou alors tu décides d'acheter peut-être un truc dans un quartier éclaté avec un bien qui va peut-être jamais prendre de la valeur, voire même en perdre, mais par contre qui te rapporte beaucoup de cash flow, tu vois. Ouais, Et là, je comprends. c'est une question à se poser. Qu'est-ce que je privilégie dans mes investissements? Est-ce que selon toi, c'est possible de faire les deux? Je suppose que oui. Beaucoup plus rare. Ben, Mais moi, est-ce que tu sais trouver un bien qui va et à la fois se louer vite et rapidement et qui va te rapporter du cash flow et en plus qui prend de la prestation avec le temps? souvent, Parce que c'est ça le coup de maître à essayer de faire au final. mais Trouver ce bien qui. ouais, mais souvent, les deux sont un petit peu opposés, tu vois. Comme Dans- le premier point qu'on a abordé. Ouais, dans le sens où c'est compliqué d'avoir vraiment un bien qui va te rapporter beaucoup de cash flow, tout en étant un bien avec une position stratégique qui va prendre beaucoup de valeur avec le temps. Parce qu'en fait, ces biens-là, ils coûtent très très cher à acheter. Ouais, Tu donc vois, et forcément- donc tu vas pas savoir le compenser spécialement Mm. avec le loyer que tu vas avoir. Tu vas prendre des biens qu'on appelle en province, entre guillemets, dans des plus petites villes. Tu vas les avoir moins chers, tu vas les louer plutôt bien, et là tu vas pouvoir être en cash flow positif et tu vas t'orienter cash flow. Maintenant, ces biens-là vont prendre peut-être moins de valeur, Mhm. même certainement, que Un bien un en plein bien centre d'une en plein grande centre ville. de Paris, par exemple, Mhm. mais qui par contre, au niveau du prix, va être tellement élevé que tu vas Même probablement si être tu en loues cash très flow. cher, de base tu l'as acheté 2 fois plus cher qu'en province, donc au final. Voilà, et donc ok. l'idée c'est que au niveau du cash flow, tu risques d'être en cash flow qui sera négatif. Moi, en ce qui me concerne, dans mes investissements, ce que je préfère privilégier, cash finalement, c'est un équilibre en fait. D'accord. C'est de me dire, Un ok, je suis en entre-deux. cash flow positif, mais à côté de ça, j'ai des localisations qui sont plutôt bonnes, tu vois. Est-ce qu'en termes de cash flow, parce que tu parles de dégager un cash flow positif, selon toi, il y a une échelle à respecter? Parce que par exemple, toi, tu dis que j'essaie d'être entre les deux. Qu'est-ce qui, selon toi, est être entre les deux en termes de cash flow? C'est quoi? C'est les Mais c'est 200 de se- euros, c'est de 100 se- euros ouais, mais par c'est de se mois, dire- c'est, C'est de se dire, dans tous les cas, mon bien s'autofinance. Ok, la première chose. Dans d'accord. tous les cas, il s'autofinance. Donc ton bien rembourse ton prêt? Enfin, le Voilà, et, locataire, et toutes les charges, tout en étant dans une optique de je suis plutôt bien situé, de préférence dans une ville, tu vois, pour me dire, ok, je vais avoir un bien qui va avoir une certaine attractivité et aussi qui aura une grosse liquidité. Qu'est-ce Mhm. qu'on entend par liquidité? C'est est-ce que je vais être capable de le vendre vite ou pas? Mhm. Tu vois, parce que tu vas avoir un bien, on va dire, dans une province qui n'attire personne
mais qui rapporte potentiellement beaucoup de cash flow, ça va se vendre beaucoup moins vite qu'un bien en centre-ville. Donc, tu as plus intérêt à laisser ce bien de Provence se louer et continuer la location. Voilà, mais le truc, c'est que si tu as besoin d'argent à un moment donné, ou que tu as d'autres projets, et qu'il te faut 12 mois pour revendre ton bien, c'est pas la même chose que si tu as un bien que tu peux revendre en 10 jours. Tu vois, moi ici, je viens de revendre des biens, je les ai revendus en 2 visites et en 10 jours. Alors après, évidemment, il y a toujours le temps des notaires, etc., le temps de faire le travail administratif, etc. Mais j'ai vendu au prix, c'était un bon prix, malgré tout. Mais tu vois, c'était un bon prix pour les acquéreurs, c'était un bon prix pour moi. Parce que les gens pensent que pour faire de l'argent en immobilier sur de la vente, il faut forcément arnaquer celui qui va te le racheter, mais pas du tout. Le problème, c'est que si tu fais ça, en fait, tu vas pas vendre. Souvent. Ou alors, tu vas devoir attendre de tomber sur un pigeon, mais il va falloir du temps. Par contre, si tu proposes quelque chose qui est bon, qui est vraiment tu vas pouvoir... Mais sauf que la localisation, elle était attractive. C'était en plein centre d'une ville. Tu savais, toi, que tu allais faire de l'appréciation, qu'il allait se vendre rapidement. Moi, je savais qu'il allait se vendre rapidement, tu vois. Et là, c'est plus la question, tu vois, de la liquidité. Dans quelle mesure tu peux vendre vite. Mais du coup, toi, par rapport à cette appréciation, est-ce que selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un bien va s'apprécier sur de la revente plus forcément, parce que l'appréciation, c'est plus sur la revente à terme. Parce qu'on a parlé de la localisation. Donc, proche d'une grande ville, forcément, ton bien prendra plus de valeur que si en campagne. Est-ce que, selon toi, il y a d'autres points qui peuvent faire qu'un bien, et que quand tu visites, tu vas dire « Ah, ça, c'est une bonne chose pour l'appréciation future » Finalement, toutes les commodités qui y a à proximité, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des universités, est-ce que ça correspond, justement, ça on en avait parlé dans un autre épisode je pense, mais est-ce que ça correspond au marché? Est-ce que ce que tu proposes, c'est ce que le marché pourra rencontrer? Après, tu vas avoir les facteurs énergétiques aussi liés à ton bien. Et puis derrière, pour moi, vraiment, le point essentiel, c'est donc le marché, et deuxièmement, si tu es situé dans une ville où le prix au mètre carré est plus élevé, que toi, tu arrives à acquérir à un prix qui est plus bas. Que le mètre carré de base. Oui, évidemment. Quand tu vas rénover, tu vas moins sentir l'impact de la rénovation sur ton prix global. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, derrière, ton bien, il aura pris de la valeur. Je te donne un exemple. Imagine, tu achètes dans une ville à du 1000 euros de mètre carré, que tu rénoves à du 1000 euros de mètre carré. Tu as acheté à 500. À la fin, tu arrives à 1005 du mètre carré. Tu as acheté 500, tu rénoves 1000. Par contre, tu achètes dans une ville à 5000 le mètre carré. Tu arrives à 3500 ou 3000 pour acheter. Tu rénoves 1000, mais toi, tu arrives avec un résultat qui est à 4000 le mètre carré, mais sauf que le prix final, c'est 5000. Et donc, tu vois, tu as une plus-value aussi qui peut être créée là-dedans. Donc, tu as la plus-value, mais après, tu as vraiment aussi le fait d'attendre dans le temps et d'avoir une appréciation qui peut se faire. Mais l'idée, c'est... Dès le départ, il faut que moi c'est comme ça que je pense, si je le revends demain, c'est ok, tu vois. Question peut-être débile, mais au-delà de l'appréciation, le fait d'être sûr de vendre le bien, au-delà du fait qu'il prenne de la valeur, est-ce qu'à l'intérieur de ton bien, dans la façon dont toi tu vas le rénover, il y a des règles à respecter? Par exemple, si demain, moi je décide de faire mon appartement est en centre-ville, je suis sûr qu'il prend de l'appréciation. Par contre, si j'ai peint tous les murs en rouge fuchsia, peut-être que je vais avoir du mal à trouver un acquéreur parce que l'appartement est totalement à mon goût. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on en a parlé finalement dans un autre épisode qu'on a fait qui était lié à l'achat-revente. Parce qu'ici, comme on se focalise plus, et finalement, c'est la question à laquelle on veut répondre, mais on se focalise plus sur le cash flow, je pense que c'est intéressant justement d'aller voir l'autre épisode dans lequel on a parlé vraiment de l'achat-revente et de comment créer la plus-value. Parce qu'ici, vraiment, donc, je pense qu'il faut prendre dans tous nos points le point 1 donc, que j'avais noté qui est... finalement, évaluer la valeur de ton temps. D'accord, ça, c'est la première chose. Donc, voir si ça vaut le coup d'investir dans un bien qui va te rapporter un certain cash flow en te demandant une certaine quantité de travail en fonction de la valeur que tu donnes à ton temps. Le point 2, finalement, c'est est-ce qu'on maximise la plus-value ou est-ce qu'on maximise le cash flow? C'est finalement ce dont on vient de parler. Prenons maintenant le point 3 qui est, OK, on se focalise sur le cash flow. D'accord. Et donc vraiment, ça, c'est notre stratégie. Ce qui est intéressant, c'est de connaître d'emblée, pour finalement trouver un bien qui sera rentable, connaître d'emblée quel est le rendement que tu attends de ton bien. Donc tu dois le définir en avance, selon toi? Selon moi, il faut que tu te dises, OK, moi, je voudrais avoir un rendement de autant, c'est ma target. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place aujourd'hui, à la fois au niveau du prix que je peux me permettre d'achat, du prix des éventuels travaux, en prenant en compte le loyer potentiel pour arriver à ce rendement-là. Pour moi, le calcul, il faut le faire à l'envers. Les gens vont se dire, OK,
je vais acheter, ça va me coûter autant, autant de travaux, ou je sais même pas. Et derrière, on va pouvoir louer et après, on va voir ce que ça Toi, rapporte. tu veux déjà la plus-value que tu veux en fonction de la plus-value. C'est pas la plus-value, c'est vraiment ton rendement. C'est, OK, moi, Ouais. je veux que le bien, il a un rendement brut de 8%. Pour arriver à 8%, il faut que je loue autant. Ça, c'est ce qui est faisable. Autant de travaux. Et donc, sachant que je dois louer autant, il faut que mon prix d'achat plus mes prix de travaux, il ne dépasse pas telle enveloppe. Tu comprends ce que je veux dire? Mais du coup, si tu t'engages, tu fais et que tu te rends compte que ton enveloppe est dépassée. Tu t'engages pas. Ok. Parce que tu commences à l'envers. Ok. Tu te dis, moi, je veux 8%. 8%, le loyer que je peux obtenir, parce que ça, il suffit de regarder des annonces. Voilà le loyer que je pourrais obtenir avec un bien que je pourrais faire. Et après, il faut que, du coup, ton prix d'achat plus ton prix de travaux, il rentre dans cette enveloppe. Ah, parce que j'allais te demander comment tu estimes, je veux 10, 12, 15, 20%. Parce que le souci, Parce que 8%, c'est très très bien. et on revient un peu avec les 2000 euros, je pense que le problème, c'est que les gens pensent investir en immobilier, demain je vais gagner beaucoup d'argent tous les mois, sinon ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, par exemple, demain tu vas dire à quelqu'un, bah, écoute, tu vas investir, machin, truc, et puis il va te rapporter 200 euros par mois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus. Mais c'est la réalité de l'investissement immobilier, je pense. Il faut pas croire que tu vas faire des 500, Oui. 600 euros par mois de bénéfices. Et exactement. Et donc, tu détermines le rendement que tu attends, d'accord, et l'éventuel cash flow que tu voudrais faire, tout en restant réaliste, tu vois. Et ça, en fait, ça va t'amener finalement sur le point suivant, qui sera, en fonction de ça, tu détermines ton mode d'exploitation. Le mode location. Voilà. Est-ce que tu fais de la location? Non. Est-ce que tu fais de la location courte durée? Ok. Est-ce que tu fais de la location longue durée? Est-ce que tu fais de la colocation? Est-ce que tu fais un autre type? Est-ce que tu fais un logement atypique? Enfin, qu'est-ce que tu fais dans ton bien? Mais en quoi Mais tu as déterminé au départ la valeur de ton temps. en quoi ces types de location vont influer sur Le rendement. le rendement? C'est très simple. Parce que plus tu vas faire de la location qui sera chronophage, plus ton rendement il peut potentiellement être élevé. Parce que Donc, si tu pars du principe, on va te donner des chiffres. Ouais. Tu pars du principe, moi j'ai un bien, on va dire, que je peux faire louer 900 euros. D'accord. Moi je veux un rendement de 8%. Si mon bien a un coût d'achat qui est de plus travaux de 110, 115 000, normalement les chiffres que je propose sont bons, à ce moment-là, j'atteins mes 9%. Si maintenant tu te dis, OK, je veux 9%, tu sais que dans tous les cas, tu seras obligé d'arriver à un prix d'achat plus travaux de 180. Bien là, tu seras obligé à ce moment-là de te tourner vers un autre type de location parce que même quelque chose à 180, tu pourras pas le faire louer à 900 euros, ça va pas. Donc ça veut dire peut-être tu devrais le faire louer à 1000, 1005, 1006 net. Du coup, tu divises. Et donc, à ce moment-là, tu es obligé alors de le diviser, par exemple, en faisant de la colocation. Ok. Tu comprends ce que je Pour veux être dire? sûr de trouver. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, si tu pars avec les calculs à l'envers, tu sais ce que tu dois trouver. Parce que si tu dis, moi c'est comme ça que je fonctionne. Tu dis, OK, moi, dans mon secteur, je peux faire louer 900 euros en location classique. On va faire le calcul, je vais le faire en même temps. Donc, je peux faire louer 900 euros en location classique. Mhm. Je veux On a dit quoi, 8? un rendement de 8%. Ouais. Ça veut dire, je peux arriver à... non, j'avais dit 900 euros. Hein. 900 euros. Voilà, j'avais dit 900 euros. 900 euros et 8%. 900 euros. Voilà. Ça veut dire que je peux arriver à 135 000 euros. Travaux compris. Voilà. Ok. Si T'achètes. je veux 8%, qui est un super beau rendement, même si je te dis, il y a des gens qui font 25%, mais peut-être même en location classique, sans rien faire, avec zéro apport, 125% d'apport, etc. Mais si on est sérieux un instant, si tu peux louer 900 euros, que tu veux faire 8%, ça veut dire que tu dois arriver pour prix d'achat plus travaux à 135 000. D'accord. Et là, au moins, tu connais d'emblée. Et donc, ça veut dire, je peux acheter un bien, on va dire, jusque 80 000, dans lequel je peux remettre la différence entre 80 et 135 dans mes travaux. Et au final, ce calcul que tu fais en amont, c'est très intéressant d'arriver à la banque avec ce projet-là, je suppose, pour la crédibilité aussi. Éventuellement, mais au moins, tu sais d'emblée sur quoi tu te positionnes. Et tu sais d'office, du coup, par rapport à, ok, j'ai calculé, tac, bah lui, il me revient à 190, j'investis pas. Et voilà, Mm. moi, si je regarde, dans les appartements, les maisons qui sont dans mon portefeuille, je n'ai rien qui coûte mais finalement au-dessus de 140 000. Pourquoi? Fini. Pourquoi? Parce que moi, c'est ma target d'être environ à 8%. Et donc, l'idée, parfois je sais un petit peu moins, mais donc l'idée, c'est que je sais que dans notre secteur, de toute façon, je ne vais pas louer plus de 900 euros. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm.
Et donc, comme je ne vais pas louer au-dessus de 900 euros, moi, personnellement, j'achète que des biens qui vont me revenir à 140 000 par unité une fois fini. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire, même si c'est un immeuble de rapport, ben, au niveau de l'immeuble de rapport, ça sera la même chose. Tu vois, il faut que j'arrive à respecter ça, tout en étant capable après de proposer ce type de loyer-là. Si par contre mon loyer, ben, il sera de 800, alors à ce moment-là, là, le prix il est plus bas, tu vois. Et puis est-ce que finalement prendre une maison qui est finalement moins chère, comme tu dis 140 000 euros, c'est pas aussi une occasion de plus vite accéder à ton patrimoine une fois que tu as fini de payer ton crédit? Tu vois ce que je veux dire? Non. Non, ça change rien. Mais non, j'ai pas compris ta question. Alors en gros, tu as une maison à 140 000 euros, puis il y en a un autre qui fait le même que toi, mais sa maison c'est 250 000 euros. Après, ça va dépendre de l'apport Mais il que sera tu en mets. cash flow négatif. Ça va déjà. dépendre de l'apport que tu mets tous les mois, mais est-ce que toi, tu vas plus vite rembourser ton bien? Et du coup, tu auras la possibilité de le vendre plus vite également aussi que si tu faisais des investissements pas- dans des maisons de 250 000 euros. Ben non, pas nécessairement, parce que ça va vraiment... C'est une bonne question, parce que peut-être que les gens peuvent se poser la question. Mhm. Mais pas nécessairement, parce que la durée de ton crédit, elle reste la même. Ouais, Tu prends dans tous les cas un crédit sur 20 ans, tu vois. d'accord. Ouais, c'est juste le prix C'est que tu vas juste payer tous les ce mois que qui tu vas va mettre tous les augmenter, mois qui va être plus faible, tu vois. Ok. C'est juste ça la différence, tu vois. Mais, enfin, tu vois, pour moi, le raisonnement, en fait, il peut se faire dans ce sens-là. Mhm. Ça va être beaucoup plus pertinent pour pouvoir arriver à quelque chose. Donc ça fait 3 points. Non, on a fait 4 Quatre. et là on a déterminé le mode d'exploitation. Donc le mode d'exploitation, finalement, on a dit il y avait différents types de modes d'exploitation. Là, c'est en fonction de la valeur que tu auras justement donné à ton temps que tu vas Juste t'orienter. question par rapport à ces modes d'exploitation, lequel est selon toi le plus chronophage parmi ceux qui existent? Parce que tu en as un qui demande vraiment beaucoup plus de travail. Bon, moi de ce que déjà, tu il sais. faut savoir quelque chose à mon sujet, c'est que je suis une personne qui ne parle que de ce qu'elle connaît Ouais. et de ce qu'elle vit. C'est Mhm. quand même quelque chose qui est très important. Ouais. Et donc moi, à titre personnel, je n'ai fait que, en termes de location, je n'ai fait que de la location classique. Je n'ai Ok. pas fait de location courte durée, j'ai pas fait de colocation, pour les raisons que j'ai données avant. Et maintenant, encore une fois, je le dis, je suis ravi d'avoir éventuellement quelqu'un qui vienne avec nous sur un épisode si il fait un autre type de location pour en parler, parce que Mhm. moi, avec les idées que j'ai, ce que j'en pense et mon regard, je me dis, ça tient pas la route par rapport à mes projets. Tu comprends ce que je veux dire? Et que, pour moi, la proposition de valeur, elle est pas vraiment cohérente. Mhm. Et donc, c'est la raison pour laquelle je le fais pas. Et donc, je peux pas spécialement te dire qu'est-ce qui est le plus chronophage entre de la colocation et de la location courte durée, étant donné que je le fais pas. Mhm. Maintenant, justement, dans ce cadre, là, j'ai un bâtiment dans lequel je vais probablement faire de la colocation. D'accord? Donc, je pourrais te dire, quand les travaux seront, terminés, je pourrais te dire ce que ça donne la colocation. Mais c'est pour essayer. Mais mon Mhm. calcul est le suivant. Mon bien est rentable en location nue. Tu comprends? Moi, j'ai tout calculé pour qu'en location nue, ce soit OK, mais pas donc en location classique. Mais par contre, je me dis, tiens, pour l'expérience et pour l'apprentissage, parce que je m'estime pas, même si j'ai une certaine expertise, je dis pas, OK, moi, ça fait 50 ans que je fais ça, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout vu. Mhm. Donc, justement, je me dis, tiens, faisons cette expérience, et là, je vais tenter de la colocation, tu vois. Et j'ai une idée précise. Mais si, après 1 an, ça m'énerve, que je trouve que le temps que ça demande, les problèmes que ça occasionne par rapport à ce que tu ça me gagnes. rapporte, Mhm. je repasse en location classique, tu Ouais, vois. bah, ce serait intéressant d'avoir Et, effectivement et ton avis. pareil, normalement, je vais peut-être prendre un bien qui sera dans un immeuble que je vais tenter en location courte durée. Mais pareil, le prix d'achat est tellement bon que je peux me permettre de faire les dépenses supplémentaires nécessaires à la courte durée pour me dire, OK, je le teste. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Mais voilà, mais donc pour moi, les deux prennent du temps. Les deux prennent du temps. Mais après, je ne sais pas te dire vraiment lequel prend le plus de temps à partir du moment où tu arrives à les automatiser, à les structurer, etc. Tu vois. Mais ils prennent Ok. du temps, c'est indéniable. Ok. Le point 6, finalement, c'est connaître un loyer qui est atteignable. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est OK, tu as déterminé ce que tu veux comme rendement, machin, mais quel est le loyer qui est cohérent et possible dans ta région? Donc en fonction de... Si tu as décidé, je vais sur peu importe le type de mode d'exploitation que tu as décidé, il faut que tu détermines un loyer qui peut être cohérent. Donc tu fais un peu une étude de marché par rapport à déjà ce qui se loue aux alentours, combien ça coûte, combien elle loue, Voilà, par exemple, je donnais l'exemple. dans quelle région tu es. Si... Je vais te donner l'exemple du bien que je vais mettre potentiellement en colocation. Ouais. Eh bien, j'envisage de mettre chaque chambre à 400 € la nuit. Enfin, 400 € par mois. Mhm. D'accord? Donc, ça fait 1006. Parce que c'est cohérent par rapport à mon marché.
d'accord. Je pourrais peut-être même tester 450, on verra. Et par contre, si je le fais en location classique, je pourrais le mettre à 900, voire 950, tu vois, peut-être 1000. Mais j'ai une idée, tu vois, du prix qui peut être target en fonction justement de ma zone. Parce que je sais que en colocation, je peux le mettre à 1006, ça revient à 1006. Par contre, je sais qu'en location classique, à 1006, même si c'est le même bien, personne ne va louer 1006 pour ça. Tu Je pense comprends qu'il est plus compliqué de vendre le bien à une personne, le louer très cher à une personne ou de le louer pas cher à peu de monde. Contrairement à ce que j'aurais tendance à dire d'habitude, Bah, c'est pour ça que je te dis ça. Je connais ta règle, tu vois. Mais dans le cadre de l'immobilier, c'est plus simple de faire peut-être. je sais pas, parce que Ok. si on sort vraiment de notre cadre, de mon expérience, de la zone dans laquelle on est, etc., je peux pas te le dire. Mais maintenant, je sais que ici, dans tous les cas, par rapport à notre marché, ça, c'est assez complexe de proposer du 2000, 2500 euros par mois, parce que tu vas simplement réduire, en fait, Potentiel acquéreur. les potentiels acquéreurs. Ouais. Et moi, j'aime bien la liquidité. Parce que justement, le problème de l'immobilier, c'est que c'est pas liquide. Et donc, moi, j'aime bien me dire, OK, le bien, il peut être vite vendu et il peut être vite loué Mhm. ou vite reloué. Et donc, je préfère proposer quelque chose qui va vraiment correspondre à ce que veut le mass market. C'est moins. Après, tu as des gens, ils vont proposer des trucs de niche. Tu vois, ici, par exemple, on a des bases militaires qui sont pas très loin de où on habite. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu spécialisés, entre guillemets. C'est base Voilà. militaire, j'en ai déjà entendu beaucoup parler. Exactement. Ouais, ouais. C'est une niche. Et peut-être qu'ils ont peut-être raison de le faire. Mais moi, je préfère avoir quelque chose qui va être mass market. Parce que, de mon expérience, de ce que j'ai déjà remarqué, ça se loue suffisamment vite et ça me convient. Ouais, parce que ce à quoi les gens pensent pas, c'est que, ok, tu veux être dans une niche parce que, ok, c'est ton droit. Mais si derrière tu rembourses un crédit que toi tu peux pas mettre. Oui, s'il te faut 2-3 mois, par exemple, pour retrouver Ça fait 3 mois que tu quelqu'un. rembourses un crédit et que toi tu gagnes pas d'argent derrière, c'est compliqué, quoi, tu vois. Voilà, moi, ça Ouais. m'intéresse pas. Tu Ouais, comprends ouais. ce que je veux dire Mhm. Et donc, comme moi, je vois vraiment l'immobilier comme étant un investissement passif Mhm. et pas comme un travail ou de l'entrepreneuriat, Mhm. à ce moment, enfin, l'immobilier locatif, hein, Ouais, on bien sûr. s'entend, eh bien, à ce moment-là, je préfère un truc qui est facile, en fait, tu vois. Facilement vendable, facilement. Tu vois, et en plus, même les prix que je te donnais tout à l'heure, c'est des prix où les biens, ils se vendent facilement. Mhm. Tu vois, des biens à 300 000 euros, je pense que sur un crédit, je sais pas le chiffre en tête exact, hein, mais sur un crédit, je pense que ça doit peut-être donner 1008, 1009 par mois de crédit si tu prends le cadre d'un crédit à 100%. Et tu vois, c'est pas tout le monde qui va pouvoir payer 1008, 1009 de remboursement de crédit. Mhm. Et donc, ça va être plus compliqué. Par contre, tu prends un bien à 150 000, et sur ton crédit, en fonction des taux, etc., ça va peut-être demander 750, 800 euros, 800 euros par mois. Et donc, ça va être plus liquide Mhm. que quelque chose de plus compliqué, tu vois. Mhm. Et ensuite, finalement, pour moi, le dernier point, le 7e point, c'est d'optimiser tes travaux pour pouvoir proposer quelque chose qui soit un no-brainer. C'est-à-dire, tu vas proposer, admettons, à 800 euros par mois, qui est un prix, on va dire, fourchette haute de ton marché, ou 900 euros, mais c'est une évidence pour les gens d'habiter là, parce que tu es au-dessus de tout le lot, Donc, sans que ça t'ait coûté spécialement beaucoup plus cher. Donc tu dois créer un coup de cœur chez le gars qui Exactement. vient visiter ton bien. Exactement. Donc tu dois sortir des 4 murs blancs, de la cuisine blanche Voilà. que tu vois partout. Pour que ce soit vraiment no-brainer, c'est-à-dire... Il a envie de poser ses valises, le gars. Il se projette, ouais, quoi. mais quand je dis no-brainer, c'est il va comparer, il va voir toutes les annonces. Ton annonce, Ouais. c'est pas la moins chère, Elle sort- c'est pas la plus chère non plus, elle sort mais de l'eau. elle stand out. Vraiment, elle sort complètement du lot, qui fait que si c'est pas celui-là, lequel on prend. Ouais, c'est bien agencé, c'est propre, c'est neuf, Voilà. énergétique, c'est parfait. Exactement. Ok, ouais, ouais. Et à mon sens, là, tu vas justement pouvoir avoir quelque chose qui va être intéressant et quelque chose qui va être périn et qui va être sérieux. Mhm. Et pas des conneries, tu vois. À un moment donné, il faut rester... Mais du coup, ça veut dire que même toi, dans les travaux que tu vas faire, il faut absolument éviter de faire du cheap. Ah oui, bien sûr, Parce bien que, sûr. parce que enfin, je sais que pour avoir visité beaucoup de biens, à une époque où moi je cherchais un bien pour habiter, il y a beaucoup de biens qu'on voit qui ont été finis vite fait, bien faits, histoire de ne pas mettre beaucoup d'argent dans les travaux et d'espérer gagner de l'argent plus vite. Mais au final, si tu fais des travaux qui sont pourris et que tu dois revenir tous les 6 mois parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans la maison, tu perds du temps, tu perds de l'argent et c'est compliqué pour les deux, quoi.
Oui, et à ce moment-là, t'es pas dans un investissement. Ouais. Parce qu'en fait, un investissement C'est bon, bon père de famille, Ouais. c'est fait, on passe à autre chose. Mhm. Finalement, c'est ça. Après, le jour où tu vas avoir 40, 50, 60 biens, ce qui n'est pas encore actuellement mon cas, mais peut-être que là, oui, nécessairement, statistiquement, tu vas avoir des problèmes parce que tu as 50 biens. Donc, théoriquement, tu as des problèmes. Tu comprends ce que je veux dire? Liés à la masse. Mais si, déjà, quand on a 10, 15, c'est bancal. Et tu peux pas, à un moment donné, aller scaler et en avoir 50, tu comprends? Parce que déjà, à 10, 15, c'est bancal. Ou même à 2, tu as des gens à 2 biens, c'est déjà la guerre. c'est déjà le bordel. Ouais, bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Donc pour moi, ça c'est vraiment un point qui est super important, c'est d'avoir quelque chose qui est qualitatif et qui stand out sans que ça te coûte trop cher. Que comme ça, les gens voient, waouh, punaise, ce bien-là, il est vraiment bien, j'ai envie de louer. Et donc, finalement, il y a des points qui sont assez communs avec l'autre épisode qu'on a fait. D'ailleurs, allez après cette vidéo le regarder, et aussi si le contenu qu'on vous donne vous intéresse, abonnez-vous. Un petit j'aime. Oui, un commentaire, dites-le, mais abonnez-vous également. Et l'idée, c'est quoi? C'est finalement, il y a des principes qui sont similaires, tu vois, par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, mais il faut toujours les garder en tête pour derrière être dans quelque chose qui sera passif, automatique, etc. Tu vois. Mais voilà, moi, les histoires de tu gagnes 2000 € par mois avec un bien immobilier et tu quittes ton travail. Tu sais ce qui serait peut-être intéressant qu'on fasse un jour, c'est qu'on achète une formation. Après, voilà, il faut voir le prix de la formation. On achète une formation, on l'ouvre et on voit, on analyse. Ok, est-ce qu'il y a du sérieux, est-ce qu'il y a du vrai? Ou les gars, c'est complètement du mytho, il a pris mon argent et derrière, moi, j'en vivrai pas de sa formation. Tu vois? Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ça. Sans forcément donner de nom. Voilà, on prend pas la formation d'un tel. Le but, c'est pas de faire de la délation, mais c'est de montrer qu'il y a des gens qui sont là pour refaire de l'argent sur notre dos. Et que je pense que même dans ta volonté de te former, il faut prendre du recul sur ce qu'on te propose. Peu importe la formation et peu importe le domaine. Mais... Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, tu vois, c'est comme plein de choses en ligne où on te dit en 60 jours, lance ton business et remplace tes revenus. Alors, la promesse peut être vraie parce qu'en 60 jours, tu peux lancer ton business. Mais ça ne veut pas dire en 60 jours, tu as un business qui marche. Tu l'as lancé. Tu l'as lancé. C'est tout. Ouais. Et remplace tes revenus. Ben oui, si à la base, tu étais chez tes parents, que tu n'avais pas un seul euro, tu as remplacé tes revenus. Mais t'en vis pas, t'es pas heureux. voilà, pas... à un moment donné, il faut juste être réaliste. Vraiment, pour moi, c'est du réalisme, quoi. Bon, mais voilà, l'idée, c'est pas de démonter ce type de formation. Non, mais s'ils sont intéressés, c'est quelque chose qu'on peut faire. Dites-nous en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait, et pourquoi pas. Ok, très bien. Antoine, est-ce que tu as d'autres questions ou des choses qui te viennent en tête? Non, là, par rapport au sujet dont on en parlait, je pense que j'ai posé pas mal de questions que quelqu'un de lambda pourrait se poser, et puis on se voit pour la suite pour d'autres questions. Ok, merci, à la prochaine.